نتابع مشاهدينا هذه الحلقة. صحيح هن سفراء بلادهم بلبنان، بس لما يكون في سفير أجنبي بلبنان بيصير كمان شوي يسوق البلد، يحب البلد، يحكي عنه. مشان هيك عم نخصص بانترفيوز مقابلات مع سفراء موجودين على الأرض اللبنانية، نشوف منهم كيف بيشوفوا البلد، كيف ترسم السياسة الدولية تجاه لبنان. معروف أنه بلدنا هالقد وضعه مدول، هالقد السياسة المتداخلة حوله، والآن يحكى كثيرا عن هذه المظلة الدولية اللي حامية البلد. فاليوم رح أستضيف معي سفير البلجيكي ببيروت أليكس لينارت معنا بالاستوديو، ورح نسأله عن لبنان وعن بلجيكا وعن العلاقات ما بين البلدين. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous sur le plateau d'Interviews. C'est un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir de venir, merci de m'avoir invité. Ça fait 8 mois que vous êtes au Liban. Est-ce que vous avez choisi le Liban pour être ambassadeur ou bien c'était le choix de la diplomatie belge? Alors c'est évidemment le choix de la diplomatie, le choix du gouvernement, mais on a la possibilité de soumettre notre candidature. Donc on voit 6 mois avant le mouvement diplomatique quel poste se libère, quel poste d'ambassadeur se libère. Et donc dans une première liste est sortie où il n'y avait pas le Liban. Donc, et une deuxième liste est sortie un mois plus tard, donc c'était en janvier 2014. Et le Liban venait de se libérer, et donc j'avais exactement 15 jours pour changer ma liste, et j'ai demandé cette durée qui m'était donnée. Et donc en fait ce que j'ai fait, c'est pour l'anecdote, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti un vendredi soir, j'ai passé un week-end à Beyrouth, et le lundi j'ai changé ma liste et j'ai mis Beyrouth en 1. Voilà comment ça s'est décidé, c'était en janvier 2014. Et pourquoi vous avez décidé d'être ambassadeur au Liban? Alors, la région et le Liban m'intéressaient évidemment pour tous les intérêts qu'ils représentent en termes politiques et géopolitiques, mais ce que j'ai aussi ressenti tout de suite ici au Liban, c'est l'incroyable énergie du pays. Et donc ça, c'est quelque chose de vraiment fascinant, de passionnant au Liban. C'est l'énergie. Je dis toujours que la première qualité du Liban sont les Libanais. Mais est-ce que vous avez pu sentir cette énergie? Vous avez dit, vous êtes passé un week-end, c'est tout. C'est pas facile. Et vous n'étiez pas ambassadeur, donc vous n'étiez pas entouré. Tout à fait. Je suis venu. Est-ce que vous avez des connaissances au Liban? Je n'avais aucune connaissance au Liban. Par contre, j'avais déjà des amis libanais, effectivement, en Belgique. Donc je connaissais un petit peu la culture libanaise, effectivement, oui. Bon, maintenant ça fait 8 mois que vous êtes au Liban. Oui, presque 8 mois, oui, tout à fait. Est-ce que la perception que vous avez eue le week-end que vous avez passé au Liban avant d'être ambassadeur est toujours la même? Alors, forcément, ça évolue. J'avais le sentiment au départ de comprendre la complexité, parce que c'est un pays complexe, difficile, le Liban, et au fur et à mesure que les mois passent, eh bien, je me rends compte à quel point c'est vraiment complexe. Je ne dis pas que je ne le comprends pas, mais je me dis chaque fois que c'est beaucoup plus nuancé qu'on ne le pense. Ah, c'est vrai, ça. Même les Libanais n'arrivent pas à comprendre parfois la politique et les nuances dans leur propre pays. Oui, mais disons que pour moi, venant d'un pays qui a aussi sa diversité, qui a différentes communautés, donc on a aussi des complexités institutionnelles. Donc il y a certaines choses que peut-être je comprends mieux que d'autres diplomates et que j'accepte peut-être plus facilement parce que je pense qu'on n'a pas à critiquer le fonctionnement du Liban. Si le Liban est si difficile dans son fonctionnement, c'est aussi parce qu'il permet, et c'est ça qui est exceptionnel ici au Liban, c'est qu'il permet de faire vivre ensemble des communautés, les communautés chrétiennes, la communauté musulmane sunnite, les chiites, les druzes, et toutes ces personnes vivent ensemble, fonctionnent et sont protégées par un système institutionnel, par le pacte national, et ça c'est tout à fait remarquable. Mais maintenant, on a beaucoup entendu que ce pacte national, c'est pas la raison pourquoi on a cette stabilité au pays ce temps-ci. C'est cette parapluie internationale, en parenthèse, qui protège cette stabilité libanaise qu'on est en train de vivre ce temps-là. C'est vrai, vous avez raison. Moi, je dirais que c'est les deux, en fait. C'est à la fois la volonté des Libanais eux-mêmes, depuis l'indépendance du Liban, d'avoir ce pacte national et de vivre ensemble. Et puis, effectivement, il y a ce parapluie international. Et nous,
au niveau européen avec l'ambassadrice de l'Union européenne, Angelina, qui fait un travail formidable. Eh bien, nous défendons vraiment cette idée du parapluie international. Il est très important de préserver le Liban des secousses que connaît toute la région du Moyen-Orient qui implose pour le moment. Et donc, il faut absolument préserver le Liban pour les Libanais, mais aussi pour la région. Mais c'est quoi le rôle de l'ambassadeur dans cette chose-là? Est-ce que vous participez en tant qu'ambassadeur belge à faire cette politique pour le Liban? Vous contribuez avec, je ne sais pas, votre présence ici, à dire qu'il faut faire ça, il ne faut pas faire ça. Surtout que maintenant, c'est l'Union européenne qui décide. Ce n'est plus les pays de l'Europe, chaque pays tout seul. Mais je dirais que par définition, un diplomate doit toujours être prudent, Ouais. discret et modeste. Mais en parlant avec les différents acteurs, on peut essayer de faire bouger un petit peu les lignes. Et donc ça, c'est aussi cette capacité à dialoguer avec tout le monde, à parler avec tous les acteurs ici libanais. Nous pouvons tenter de faire bouger les lignes, mais effectivement, je pense qu'il est aussi important que tous les pays européens parlent d'une seule voix. Donc parce que quand nous parlons à 28, évidemment, nous avons une force que n'ont pas un État seul. Il faut savoir que l'Union européenne est le premier donateur au Liban. Ça nous donne une force aussi, et c'est pour ça que, comme ambassadeur bilatéral, moi j'essaye à chaque fois de défendre une position européenne, et donc qui soit commune à nos 28 États. Bon. Sur le plan individuel, est-ce que, comme ambassadeur au Liban, vous avez des craintes sur la stabilité du pays? Est-ce que vous avez peur que ce qui arrive en Syrie peut arriver au Liban? Est-ce que cette stabilité est vraie, est forte et point final, oui. je veux dire? Effectivement, bon, on est tous, malgré tout, inquiets pour le Liban, mais c'est que je constate, après presque 8 mois passés au Liban, c'est que, je parle tous les jours aux Libanais et aux Libanaises, c'est qu'il y a un rejet total de la guerre. Je veux dire, les Libanais ont souffert pendant plus de 15 ans de la guerre, et moi ce que je ressens, en tout cas ce qu'on me dit, c'est que les Libanais, dans leur immense majorité, ne veulent plus la guerre. Donc ça, c'est un premier élément qui devrait nous rassurer. Le deuxième, c'est le parapluie international que vous avez mentionné. Et puis, il y a malgré tout des facteurs d'unité dans ce pays. J'en donnerai un, par exemple. C'est l'armée libanaise. L'armée libanaise a cette capacité à intégrer toutes les communautés, et l'armée libanaise fait pour le moment un travail tout à fait remarquable pour défendre la frontière libanaise. Ceci n'empêche évidemment qu'il y a ce terrible conflit, ce conflit effroyable en Syrie, qui a fait plus de 200 000 morts, et évidemment qu'il y a des conséquences ici avec l'afflux de réfugiés syriens qui fuient un pays qui est malheureusement par terre. Mm-hmm. Et quand est-ce qu'on peut élire un président, alors, à votre avis? Pour moi, vous pouvez l'élire tout de suite. Vous pouvez l'élire très rapidement. Alors ça, il faut poser la question aux membres du Parlement libanais. Mais je suis sûre que vous êtes en train de poser cette question. Eh bien, chaque fois que je vois un parlementaire libanais, je lui dis, mais il faut aller au Parlement et il faut voter pour élire votre président. Je pense que il est essentiel, précisément pour la stabilité du Liban, qu'il y ait un président à la tête de ce pays. Il faut savoir que le président est aussi le chef de l'armée, malgré tout. Et il est aussi, dans le contexte qu'on connaît pour le moment au Moyen-Orient, c'est aussi un signal pour tout le Moyen-Orient, et en particulier pour les chrétiens d'Orient, parce que c'est le seul président chrétien dans la région. Et c'est le symbole de l'unité. Et c'est le symbole de l'unité, pays. tout à fait, tout à fait. Oui. Vous, en Belgique aussi, vous avez passé beaucoup de temps sans gouvernement. Tout à fait, oui. Et moi, si j'étais libanaise, parlementaire, et je ne veux pas aller voter pour avoir un président, je peux vous dire, mais vous, en Belgique, vous avez la même chose, vous êtes passé par le même chemin. Alors, effectivement, on me le dit souvent, et moi je réponds que la situation n'est pas la même,
parce que le pays fonctionnait, même le pays sans fonctionnait. gouvernement. Nous avions un gouvernement en affaires courantes malgré tout. Nous avions une administration très forte et puis aussi nous avons cette particularité d'avoir un État fédéral. Donc il y avait aussi les régions qui fonctionnaient pendant que le gouvernement fédéral était en affaires courantes. Donc je pense que la comparaison, évidemment, est facile à établir, mais elle n'est pas bonne. Et surtout, elle n'est pas bonne pour le Liban, parce que je ne souhaite surtout pas que le Liban reste sans président pendant plus d'1 an et demi. Un an, 11 mois jusqu'à présent. En Belgique, vous prévoyez 1 an et demi. Je ne souhaite pas qu'elle reste en président pendant 1 an et demi. Le temps de former un gouvernement chez vous en Belgique. Nous souhaitons un président le plus rapidement possible au Liban. Est-ce que vous pensez que le fédéralisme peut être une bonne recette pour le Liban ? Je ne suis pas certain. Évidemment, venant de Belgique, forcément, la question m'intéresse, mais je ne suis pas convaincu que ce soit la solution pour le Liban, non. Est-ce qu'il y a des Belges qui ont rejoint la guerre en Syrie ? Vous avez ce problème, comme les Français, les Anglais ? Oui. Nous avons moins de foreign fighters, mais nous en avons malheureusement. Combien estimez-vous ? On estime entre 200 et 300 foreign fighters en Syrie, ce qui est quand même un nombre très important. Et donc on est effectivement très inquiet par rapport à cette présence des combattants djihadistes en Syrie. Et qu'est-ce que vous faites en tant que gouvernement belge vis-à-vis de ce problème ? Eh bien, on essaye de faire un travail de déradicalisation. On suit de très près les départs. Dès qu'on a le sentiment que des jeunes vont partir, on fait en sorte qu'ils ne partent pas. Ouais. On travaille avec les familles aussi, c'est très important parce qu'il faut savoir que ces jeunes foreign fighters partent très souvent contre l'avis de leurs parents et de leur famille. Mais est-ce que c'est un délit, un crime en Belgique ou pas s'ils encore ? ont participé à des actes terroristes, à des groupes terroristes, effectivement, ils peuvent être poursuivis en Belgique, oui. Oui. Bon, monsieur l'ambassadeur, on sait qu'il y a 5 000 ou 6 000 Libanais en Belgique, c'est ça ? Oui, environ un peu plus peut-être. Les chiffres évoluent entre 6 et 8 000, disons. Mais certains Libanais sont en fait entre les Belges deux pays. Aussi, quoi. Ouais. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une communauté belge au Liban ? Oui, il y a 1700 Belges. Il y a 1700 Belges au Liban. Qui sont libanais aussi ou la très grande majorité sont des Belgo-libanais, des binationaux. Donc ce sont souvent des Libanais qui sont partis étudier en Belgique, par exemple la médecine. Ont rencontré une femme belge, c'est un cas de figure assez fréquent, se sont mariés, ont eu des enfants et sont revenus, toute la famille est revenue au Liban et donc on a, par exemple, moi toutes les semaines, je signe des actes d'attribution de nationalité belge à des bébés, des jeunes enfants qui naissent ici au Liban de parents belges, sans avoir jamais connu la Belgique. Sans avoir connu la Belgique. Sans avoir connu la Belgique, tout à fait, oui. Mais est-ce que ce sont les enfants de ces couples Oui, bien mixtes. sûr, mais est-ce que vous les encouragez à connaître la Belgique ? Bien sûr. C'est leur deuxième terre, donc on les encourage à découvrir la Belgique, bien sûr. Quelle image souhaiterez-vous donner de la Belgique aux Libanais qui vous écoutent maintenant ? Alors, positive, chaleureuse, souriante, pleine de chocolat. Je dirais à l'image de ce pays qui m'a accueilli il y a 8 mois, donc, et où je suis très heureux de travailler aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous aimez le plus au Liban ? Qu'est-ce qui vous attire le plus après 8 mois ? Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense que le Liban est aussi un pays qui a une histoire, une culture, malgré sa petite taille, qui est très impressionnante. Par exemple, lorsque on va à Jbeil, à Byblos, je ne veux pas créer des jalousies par rapport aux autres villes libanaises, mais on est impressionné par ces strates de civilisation qui se sont succédées. Et ça, c'est aussi l'histoire du Liban, et c'est ce qui fait quelque part le Liban d'aujourd'hui. Et donc, c'est ça beaucoup qui me fascine ici au Liban. C'est cette rencontre de cultures tout à fait multiples qui ont donné le Liban d'aujourd'hui. J'ai compris que vous étiez journaliste à un certain moment de votre jeunesse. C'était mon tout premier travail, mon tout premier job en fait. J'ai été journaliste et j'ai fondé avec des amis ce qu'on appelait à l'époque des radios libres ou des radios privées.
Et donc on était des courageux combattants de la liberté d'expression. Et voilà, c'était mes premières années. Après, je me suis tourné vers d'autres activités professionnelles. J'ai rejoint la diplomatie. Mais j'en garde une grande attention et affection même pour les médias et les journalistes. Et j'évite toujours, et je le dis à certains collègues ils ont parfois un peu bousculé par des médias ou par des journalistes, je dis toujours, il ne faut jamais critiquer les journalistes. Il faut accepter. Il faut accepter cette bousculade. Oui, il faut parler et accepter. Oui, absolument. Votre collègue, l'ambassadeur anglais, Tom Fletcher, il écrit presque tous les mois, je pense, sur le Liban, son impression, tout ça. Est-ce que vous faites la même chose? Non, j'aimerais bien, mais je veux prendre le temps d'abord de comprendre et de connaître le Liban. Et peut-être que dans un an, je le ferai. Mais vous écriverez sur quoi? D'abord sur le peuple libanais. Parce que c'est le peuple qui vous incite à écrire. Oui, ce qui me fascine ici vraiment, c'est les histoires je dirais, de presque chaque famille. Je veux dire, on célébrait la semaine dernière le génocide du peuple arménien. Eh bien, quand je parlais avec des Libano-Arméniens, ils me racontaient l'histoire de leur famille. Eh bien, c'est quelque chose de très émouvant de voir ces familles qui sont parties, qui ont fui sans rien, et puis qui ont construit des entreprises qui sont aujourd'hui dans le monde de la culture, qui sont des musiciens, des artistes ou des chefs d'entreprise. C'est très impressionnant. Et je pense encore une fois que la plus grande richesse du Liban, ce sont les Libanais. Mais est-ce que vous écrivez pour donner une solution peut-être au problème libanais, cette problématique qui ne finit pas depuis que moi je suis née au moins. On attend quelque chose, on attend une échéance, et puis même après cette échéance, rien n'arrive. On est toujours d'une crise à une autre. Est-ce que vous trouvez que vous pouvez avoir une solution en tant qu'ambassadeur, en tant que quelqu'un qui connaît le problème libanais, mais qui est loin de toutes ces secousses, si je peux dire? Oui. Mais très modestement, non, je n'ai pas de solution, je n'ai pas de potion magique, mais par contre, on peut faire deux choses. La première, c'est d'accompagner les Libanais pour les aider et chaque fois leur dire, mais ce qui compte, c'est de dialoguer. Je veux dire, ce qu'il faut, c'est poursuivre le dialogue pour chercher des solutions. Et puis, en termes internationaux et géopolitiques, c'est de maintenir cette volonté de préserver le Liban. Et donc, si nous parvenons à préserver la stabilité, je dirais, régionale du Liban, eh bien, les Libanais doivent trouver eux-mêmes une solution pour leur pays. Je suis en train de lire ici que votre mission diplomatique a commencé au Venezuela, puis au Maroc, et maintenant vous êtes au Liban. À quel problème souhaiterez-vous trouver une solution pour un meilleur avenir à chacun de ces pays? Alors, tous ces pays sont différents. Le Venezuela, moi j'aime beaucoup l'Amérique latine. J'y allais avant même d'être diplomate. L'Amérique latine, où se trouve une très grande diaspora libanaise, est vraiment une terre d'avenir. Je ne devrais pas trop le dire parce que peut-être que davantage de Libanais partiraient, mais l'Amérique latine est vraiment une terre d'avenir. C'est un continent fabuleux qui n'arrête de se développer, mais il y a encore des soubresauts et c'est encore le cas au Venezuela pour le moment. Le pays est en difficulté, mais j'espère que politiquement des solutions seront trouvées. Il y a aussi quand même la question, malgré tout, du trafic de drogue qui se pose. Et donc, il faut faire confiance aux autorités vénézuéliennes pour trouver des solutions. Alors pour le Maroc est un pays différent. Moi, j'ai connu le Maroc en 2004, j'y suis arrivé. Et c'était à l'époque le jeune roi, Mohamed VI, qui était au pouvoir et qui a fait changer le Maroc. Et donc je suis assez optimiste pour l'évolution du Maroc parce qu'il a insufflé des réformes et notamment le premier dossier dont je me suis occupé au Maroc, c'était le Code de la famille.
qui avait été modifiée, la Moudawana. Et donc auparavant, les femmes marocaines avaient très peu de droits, vraiment très peu de droits. Et ce nouveau code de la famille a fait beaucoup évoluer les choses. Il a donné aux femmes marocaines le droit de divorcer, de demander le divorce qu'elles n'avaient pas avant. Il a supprimé la répudiation, donc il y a eu vraiment des avancées. Et donc je suis relativement optimiste pour l'évolution du Maroc. D'ailleurs, on voit que le Maroc, dans une région qui a beaucoup souffert, est pour l'instant préservé. Et comment vous trouvez le statut de la femme libanaise? Est-ce qu'elle jouit de droits comme il se doit? Qu'est-ce que vous pensez? Alors, mais je dirais que les femmes libanaises m'impressionnent beaucoup parce qu'elles sont fortes, elles sont généreuses, elles sont courageuses. Et donc, j'avais d'ailleurs invité des femmes libanaises à témoigner de leurs expériences, de leurs combats, de leur travail. Et, mais vous avez choisi des combattantes. Vous avez choisi des femmes qui n'ont pas subi ou qui subissent pas à ce pouvoir patriarcal. C'est des femmes connues, des femmes libérées, mais c'est pas tout le Liban, ça. Mais si vous prenez par exemple la présidente de CAFA, elle-même m'a dit que son propre parcours, elle vient d'un milieu où elle a dû elle-même s'affirmer, donc c'était pas toujours évident pour elle. Donc je pense que beaucoup de femmes libanaises sont combattantes. Et effectivement, il y a encore du progrès à faire, mais c'est les Libanais qui doivent changer et améliorer la situation. Il y a la place des femmes en politique, il y a le droit à donner sa nationalité à ses enfants, il y a beaucoup de questions qui sont encore en suspens. Beaucoup de combats pour ce pays. Bien sûr. Et vous êtes un diplomate combattant aussi pour tous ces droits. Merci beaucoup pour votre présence. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Vous parlez l'arabe un peu? Pas encore. Vous avez appris, non? C'est ma résolution pour 2016. Bon, on va voir. On refait une entrevue pour voir un peu l'amélioration en arabe. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'était un plaisir de vous avoir avec nous sur Future TV. Au revoir. Merci, au revoir. شكرا مشاهدينا على المتابعة. أنا بشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.